m'appeler Fred. Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui l'on se retrouve pour parler d'un oldies des années 90, le fameux Beethoven. Réalisé par Brian Levant, dont j'ai déjà parlé dans La course aux jouets, qui est surtout connu je pense pour ces films-là, ainsi peut-être que pour la famille Pierre à Feu. Au casting, on y retrouve Charles Grodin, qui a débuté sa carrière dans le très célèbre 20 milieux sous les mers, puis dans Rosemary's Baby et dans le King Kong de 1976. Il a également joué aux côtés de Dan Aykroyd, Dustin Hoffman ou de Robert De Niro dans Midnight Run, la plupart de ses films restant des comédies. À ses côtés, pour un excellent binôme complémentaire, Bonnie Hunt, qui joue ici l'un de ses tout premiers rôles, juste après s'être fait remarquer dans le film de Barry Levinson, Rain Man. Elle jouera également par la suite dans Jerry Maguire, L'ombre d'un soupçon, La ligne verte, ou encore Jumanji. Ce qui est amusant, c'est qu'elle retrouvera Charles Grodin entre les deux Beethoven dans Président d'un jour d'Ivan Reitman, qui est d'ailleurs, je crois, producteur exécutif sur Beethoven. Et leurs trois enfants, Nicole Tom, qui joue la jeune Rice Newton, qui a surtout joué dans beaucoup de séries télé comme une nounou d'enfer, le frère, Christopher Castile, qui n'aura finalement fait que Beethoven, bien qu'il ait joué dans quelques séries télé, comme Notre belle famille. Et la petite Benjamin, Sarah Rose Carr, déjà vue dans Un flic à la maternelle. On les voit d'ailleurs jouer à un moment donné à Super Mario Bros. Et tout joueur de l'époque se souviendra du tant convoité Power Glove. Du côté des antagonistes, dans le terrible vétérinaire, Dean Jones, surtout connu pour son rôle de Jim Douglas dans la saga de la coccinelle, mais aussi pas mal de productions des studios Disney, comme The Love Bug en 68. Ce qui est amusant avec cet acteur, c'est qu'il a déjà été l'ami des animaux dans des films précédents, et qu'il joue un peu ici à contre-emploi. Il a ce regard, cette façon d'être qui le rend manipulateur et sadique. Rien que de le voir, on sent le machiavélisme. Deux sbires l'accompagnent, le duo de comiques, plutôt bébête, c'est le cas de le dire, avec d'un côté Stanley Tucci, devenu très populaire des années plus tard, et de l'autre côté, un acteur également devenu assez connu, Oliver Platt, qui avait déjà joué dans L'Expérience interdite et Bon baiser d'Hollywood. Les deux hommes se retrouveront d'ailleurs en binôme dans le film Les Imposteurs. Et pour finir, un autre binôme, Fox Mulder, et oui, plutôt amusant de le retrouver ici dans un rôle assez moqueur et dédaigneux, David Duchovny, pas encore connu à ce moment-là, bien qu'ayant déjà fait son apparition dans la série Twin Peaks. Et pour l'accompagner, Patricia Heaton, qui signe l'un de ses tout premiers rôles également, et qui sera surtout connue du petit écran par la suite, dont la sitcom The Middle. On peut aussi noter la présence de Laurel Cronin, déjà présente pour un petit rôle dans le film de Spielberg, Hook. Et l'apparition d'un certain Joseph Gordon-Levitt, véritablement très jeune ici. Un film écrit par l'auteur de Maman j'ai raté l'avion et dont on pourra retrouver quelques ingrédients, et qui raconte donc l'histoire d'un chiot qui, pour échapper à des malfaiteurs, va trouver refuge dans une belle maison et parvenir à se faire adopter. Une vie de famille bien tranquille qui va être totalement chamboulée par les péripéties de son apprentissage, en passant par toutes les bêtises les plus folles que l'on aurait osé imaginer. C'est le chien lui-même qui choisit son nom sur les notes d'une partition de Beethoven, et ainsi commence une belle aventure, mais aussi le calvaire pour le père. Lui qui était déjà réticent à l'idée de le garder, va vraiment en voir de toutes les couleurs. En dehors d'être drôle, c'est une excellente idée de voir les étapes de cette adoption, avec les contraintes, les responsabilités, n'étant pas d'emblée comme géniales et sans conséquences. Beethoven est à la fois terrible, incorrigible, que vraiment fiable et incroyable. Il possède ce sens aigu des choses qui lui permet de comprendre les sentiments des autres et de leur venir en aide de différentes manières.
Comme avec Ted, l'intello qui subit une forme d'harcèlement scolaire au point de vouloir prendre des cours de karaté. Une scène plutôt amusante quand Beethoven débarque derrière et qu'il pense que ses seuls poings ont réussi à le sauver. Il aura néanmoins fait preuve de courage. Il y a également l'innocente Emily qui sera sauvée de la noyade en étant laissée sans surveillance. Et l'aînée, Annie, en pleine quête amoureuse, qu'il va aider à se faire remarquer auprès du beau gosse de l'école. Il intervient également face à ces deux arnaqueurs qui viennent avec ce contrat frauduleux, avec des valeurs très opposées à celles de la famille. Beethoven va montrer dans une scène assez hilarante comment il reçoit ses invités. Il y a cette excellente idée de la laisse qu'il entremêle aux chaises et à la table, un peu dans l'ironie qu'il venait à la base pour être attaché et lié à l'entreprise Newton. Et les voilà justement pieds et poings liés. D'ailleurs, dans cette scène, on peut voir un peu la table être tirée par des mini-skis. Quand on regarde le film, on est dans un cadre familial assez typique, où le père est le chef de famille qui protège les siens, et la mère, femme au foyer, qui s'occupe des enfants. Le film propose à la femme de travailler, mais la valeur est mise sur le fait de s'occuper des enfants. On sait que de nos jours, la situation aurait probablement été remaniée, voire inversée. Mais comme on le sait, chaque film est le reflet de son époque, pour le pire et le meilleur. D'ailleurs, c'est un film assez similaire à la course aux jouets. Le cadre familial, l'image du père avec sa réussite, sa folie, le fait d'être aveuglé par le travail, et bien sûr cette prise de conscience par l'intermédiaire d'une passion de l'enfant, le jouet ou ici le chien, permettant de faire renaître les valeurs de la famille. Tous les aspects de ce genre de film pourront facilement en agacer plus d'un, étant peut-être trop ancrés dans une bien-pensance culturelle de son époque. En tout cas, j'ai toujours adoré ce personnage de George, avec son entreprise désodorisante. Rien que l'idée me fait rire, puis par son comportement, son attitude. Cette façon d'être dans son monde un peu foufou. D'abord réticent à l'idée de prendre un chien, il ne peut que s'incliner face à sa femme et ses enfants. Une situation que l'on retrouvera plus tard lorsqu'il faudra aller le sauver. Il est vrai que quand Beethoven débarque, il vient littéralement empiéter sur le territoire de George, lui livrant une vraie bataille de chef, jusqu'à prendre sa place dans son lit. Beethoven prend ce rôle du gardien de la famille pendant que le père s'élance dans l'agrandissement et l'ambition de son entreprise. C'est finalement un peu ce que représente cette dualité. Il y a cette scène excellente où il lui balance ses 4 vérités, qu'il bousille tout, qu'il ne sert à rien et que ses enfants l'aiment plus que lui. Il ne comprend tout simplement pas. George s'obstine et ignore les conflits de sa famille, et se sert de Beethoven comme le bouc émissaire de tous ses maux, jusqu'à cette séquence où Emily accuse le vétérinaire de mentir. Quand on y pense, c'est assez fort et osé. Peut-on croire la parole d'un tout jeune enfant ? Comment gérer une telle accusation ? Mais ça permet surtout de mettre en évidence une légère blessure d'enfance, où George révèle qu'il avait un chien et qu'il en a toujours voulu à son père au moment où il l'a emmené, se retrouvant lui-même dans cette situation. À la fois un effet miroir et du temps qui passe, échangeant le rôle des membres de chaque famille. Ainsi, George va réinterroger ses priorités, voir la distinction entre le rêve d'un individu et celui d'une famille entière. Comprendre quel est son essentiel en écoutant les gens qu'il aime plutôt qu'en s'imposant à eux. Dit comme ça ou en voyant le film, ça paraît simple, mais c'est probablement l'une des choses les plus difficiles que de mettre de côté son ego pour écouter et accepter ce que l'autre nous suggère. Beethoven est la partie inconsciente et silencieuse de chacun des membres de la famille. Il leur permet de trouver une façon de s'exprimer tout en étant fidèle et présent. Bien qu'il ne parle pas, il reste très expressif et communique beaucoup de sentiments. Tout ce qu'il fait, c'est en toute humilité, sans rien attendre en retour, sans chercher sa propre valeur. Il le fait par pur altruisme, par esprit de la meute.
Et quand la famille Newton se réunit pour aller le chercher, c'est comme valider symboliquement tout ce qu'il représente, tout ce qu'il a fait pour eux en lui rendant l'appareil. Le chien est en ce sens l'incarnation de la famille. Et c'est bel et bien un film sur la famille, sur ce qui la rassemble en tant qu'unité. Tous les personnages ont leur propre arc narratif, comme les membres d'un même corps, qui se composent autour d'un cœur, un cœur poilu nommé Beethoven. Brian Levant aura fait un excellent travail en nous montrant à la fois ce côté envahissant, dépendant, mais aussi très attachant des chiens. On sait bien que même s'ils peuvent saccager et abîmer les choses auxquelles on tient dans sa maison, l'amour d'un chien est inconditionnel et ne faillira jamais, aussi bêtes puissent être ses maîtres. L'on a d'ailleurs quelques messages sur la maltraitance des animaux, en l'occurrence ici les expériences pour tester de nouveaux produits, de nouvelles armes. Mais on sait que la réalité est encore plus cruelle. Ça fait mal au cœur de savoir tout ce que les animaux endurent de la main de l'homme. Sans parler des abandons, de ceux qui laissent leurs chiens sur le bord de la route pour partir en vacances. C'est un film pour ceux qui aiment les animaux, les chiens en particulier, et c'est le genre de film qui peut vraiment donner envie à beaucoup d'en avoir un, ou au contraire, d'éviter. D'ailleurs, le Saint-Bernard fut très populaire suite à ce film. Et pour ceux de cette génération-là, quand on leur demandait qui était Beethoven, ils répondaient tout naturellement un chien. On peut également noter d'autres films sur les animaux, comme par exemple Sauver Willy, Flipper, Babe, Lassie, Cro-Blanc ou l'ours. À l'époque, ça n'en manquait pas. Je finirai sur la musique de Randy Edelman, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises pour l'Indien du placard ou un flic à la maternelle, et dont je reparlerai probablement sur de prochains films. Edelman ici se la joue sans sophistication, avec une partition pleine de gaieté, de légèreté, utilisant quand même pas mal de piano. C'est principalement le thème de Rice qui est assez joli. Dans l'ensemble, c'est toujours un plaisir d'écouter ce compositeur qui parvient toujours à créer des thèmes d'exception que l'on garde en mémoire et qui restent assez indissociables du film. Voilà pour cette petite comédie familiale des années 90 qui fait toujours plaisir à revoir en période de fin d'année. Soigné et sans vulgarité, c'est divertissant, attendrissant, truffé de bons sentiments et fait intelligemment, indémodable avec quelques séquences mémorables, c'est un film sans prétention ni effets spéciaux. Même si pour beaucoup le film n'aura pas de grand intérêt, ne faisant que remplir le contrat de moralité, et bien cliché de cette gentille famille idéale et banale, pour d'autres, il s'agira d'un film comme on n'en fait plus. De ceux qui laissent une émotion particulière au fond de soi. Des valeurs sincères de notre enfance que l'on a bien du mal à retrouver en dehors de l'affection inconditionnelle du chien envers les siens. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.